Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer le cours de géographie sur habiter les espaces agricoles de faible densité. Donc nous avions vu précédemment les pays du Nord, les pays développés. Nous avions travaillé sur l'agriculture productiviste, c'est-à-dire une agriculture très mécanisée, qui utilise beaucoup de machines agricoles, qui utilise beaucoup de produits chimiques, comme les engrais, les pesticides, et parfois même des substances génétiquement modifiées, comme les OGM. Donc c'est une agriculture qui a besoin de peu d'agriculteurs, puisque les machines finalement font le travail à la place des agriculteurs, donc il y a de moins en moins d'agriculteurs dans les pays du Nord. Et certains territoires agricoles sont du coup en situation de déprise, c'est-à-dire qu'il y a progressivement une perte de l'activité agricole. Donc là, nous avons un texte qui s'intéresse au phénomène de déprise dans les pays du Nord. Donc qu'est-ce qui est à l'origine de la déprise de ces espaces agricoles? Eh bien, ce qui est à l'origine, c'est le fait que le développement des machines agricoles a entraîné une baisse du besoin de main-d'œuvre, c'est-à-dire du besoin de travailleurs, et donc une partie de la population des campagnes allait vivre en ville à la recherche de l'emploi. C'est l'exode rural. Des commerces locaux sont fermés, du coup, il y a eu de moins en moins d'activités économiques, et donc du coup, progressivement, la majorité des habitants sont partis. Surtout les habitants les plus jeunes, ceux qui avaient l'âge de chercher un emploi. Donc ça a provoqué finalement un exode rural. Alors maintenant la question 2, c'était quelles sont les conséquences de la déprise sur les territoires ruraux. Eh bien comme les jeunes sont partis, la déprise elle provoque un vieillissement de la population. La proportion de personnes âgées est plus importante. Il y a une disparition des espaces agricoles, c'est-à-dire les espaces agricoles les moins rentables ont été délaissés, ne sont même plus cultivés, et les jeunes sont partis trouver du travail en ville. Qu'est-ce qui permet de stopper la désertification de ces territoires? Eh bien, ici, c'est ce qu'ils appellent le tourisme vert, c'est-à-dire un tourisme de pleine nature qui soit lié à l'activité agricole. C'est-à-dire que les touristes viennent se ressourcer dans ces espaces-là, et en même temps, ils logent et ils mangent dans des gîtes, ils goûtent des produits locaux. Donc voilà, une nouvelle forme de tourisme qu'on peut appeler aussi l'agrotourisme, en lien avec la valorisation du terroir. Le terroir, c'est l'espace local, proche. Mais globalement, voilà, le tourisme vert est une possibilité de recréer de l'activité, donc recréer de l'emploi, des richesses, dans ces espaces-là. Donc, après finalement ce texte, on peut en conclure que dans ces espaces agricoles éloignés des villes, qui produisent peu de rendement, on a un phénomène de déprise, c'est-à-dire d'abandon d'activités agricoles et d'élevage. Que la population était vieillissante et que l'exode rural dépeuplait ces campagnes. Et que pour lutter contre cela, les habitants, pour certains, essayaient de mettre en place le tourisme vert. Là, vous avez un tableau qui vous présente finalement la densité de population du département très rural de la Creuse. Vous voyez qu'il y a 22 habitants au kilomètre carré. Donc c'est en dessous, c'est inférieur à 30 habitants au kilomètre carré. Donc on peut dire que la Creuse est un espace de faible densité. Alors que pour la France métropolitaine, c'est 118 habitants au kilomètre carré, donc c'est quand même beaucoup plus. La population, eh bien, son évolution est négative, c'est-à-dire que chaque année, la Creuse perd 0,4% de sa population, alors qu'en France métropolitaine, elle augmente, elle, de 0,4%. Que l'emploi agricole y est assez important, 11% des habitants de la Creuse travaillent dans l'agriculture, mais ils ne sont pas majoritaires, c'est important, mais ils ne sont pas majoritaires. Et que la part des plus de 60 ans est plus importante aussi que dans le reste de la France, 34% pour 23%. Donc effectivement, on peut dire que la Creuse est un territoire de faible densité, dont la population diminue. C'est un espace majoritaire très marqué par l'agriculture et marqué par le vieillissement de sa population. Alors maintenant, on va s'intéresser aux pays du Sud et à un type d'agriculture que je n'ai pas mentionné, qui est l'inverse totalement de l'agriculture productiviste, c'est-à-dire l'agriculture vivrière. Alors pourquoi l'agriculture vivrière est l'inverse de l'agriculture productiviste? Eh bien, l'agriculture productiviste, le but c'est de produire beaucoup pour exporter, pour vendre à l'étranger et gagner beaucoup d'argent.
Alors que le but de l'agriculture vivrière, c'est produire ce qui est nécessaire pour nourrir la famille de l'agriculteur. On se nourrit avec ce que l'on produit, avant même de chercher à le vendre. Donc c'est un type d'agriculture qui utilise des méthodes traditionnelles. On voit ici que les personnages n'ont pas de machines agricoles, d'outils particuliers, ils travaillent à la main ou avec des outils classiques, traditionnels. Donc ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Il faut beaucoup de personnes pour faire le travail qu'une seule personne pourrait faire là avec un tracteur. Et ça a l'inconvénient, c'est d'agriculture, d'être très fragile face aux aléas climatiques. Les aléas climatiques, c'est-à-dire des changements au niveau du climat. Soit qu'il fasse trop chaud, ça c'est un exemple de sécheresse, soit au contraire, qu'il fasse trop humide, là un exemple d'inondation. Et effectivement, l'agriculture vivrière y est très fragile parce qu'elle utilise des semences plus anciennes qui n'ont pas forcément la résistance qu'on retrouverait dans les semences utilisées par les agriculteurs qui utilisent l'agriculture productiviste. Alors là, donc, on a vu que dans les pays du Sud, donc majoritairement c'est l'agriculture vivrière, mais on peut aussi retrouver de l'agriculture productiviste. Et c'est ce que l'on retrouve dans ce texte-là, qui nous parle finalement de l'agriculture au Brésil. Alors la question, c'était quel est le rendement? Le rendement, c'est la quantité de nourriture produite par hectare. Donc là, c'est la première phrase, j'engrange 60 sacs de 60 kg de maïs par hectare. Donc 60 sacs, et chaque sac fait 60 kg. Donc pour avoir le total de maïs produit par hectare, on fait 60 fois 60. Donc son rendement, il est de 3600 kg de maïs par hectare. 3600 kg, on peut aussi dire en agriculture 3,6 tonnes de maïs par hectare. Parce que 1000 kg égale 1 tonne. Quelle est sa production annuelle? En un an, combien il produit? Eh bien, une fois qu'on sait qu'il produit 3,6 tonnes par hectare, eh bien, on a juste à trouver dans le texte le nombre d'hectares qu'il possède. Et on voit qu'il possède énormément, parce qu'il possède 2500 hectares. Donc là, on fait 2500 fois 3,6, et on voit qu'il a un rendement donc de 9000 tonnes de maïs par an. Donc c'est considérable. Qu'est-ce qui permet de dire que cette agriculture a de bons rendements? Eh bien, elle a un bon rendement parce que elle produit 3,6 tonnes par hectare, donc ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui lui permet d'obtenir d'aussi bons rendements? Mais ce qui lui permet d'obtenir d'aussi bons rendements, c'est le fait qu'ils ont des propriétés gigantesques, donc des champs très longs, très faciles à cultiver. Ils ont beaucoup de matériel agricole, de machines agricoles. Là, on parle de 6 moissonneuses-batteuses. Et qu'ils utilisent aussi des produits chimiques. Ils disent qu'au Brésil, c'est le premier consommateur de phytosanitaires, c'est-à-dire de produits chimiques. Ils utilisent des millions de litres de pesticides et des millions de tonnes d'engrais. Donc on utilise des pesticides pour tuer les animaux néfastes aux cultures, des engrais pour fertiliser artificiellement le sol, donc beaucoup de produits chimiques, et même, ils en parlent là, des OGM. Parce que 89% du soja brésilien est un OGM, c'est-à-dire on a pris du soja naturel et ils ont modifié l'ADN de ce soja pour le rendre soit plus résistant à tel produit, soit plus productif. Alors, ils modifient le vivant, sachant que l'utilisation des OGM pose question au niveau de la préservation de l'environnement et de la santé éventuelle des consommateurs. Ce qui fait qu'en France, ils ne sont pas utilisés à grande échelle. Donc finalement, certes, dans les pays du Sud, on a majoritairement une agriculture vivrière, c'est-à-dire des petites exploitations agricoles où on a un travail traditionnel, à la main ou avec des outils très traditionnels. Mais parfois aussi, on peut retrouver de l'agriculture productiviste, notamment dans les pays émergents comme l'Inde, la Chine, le Brésil, le Mexique. Et là, du coup, cette agriculture productiviste, c'est la même que dans les pays du Nord. Beaucoup de machines agricoles, beaucoup de produits chimiques et même
utilisation parfois des OGM. Cette agriculture productiviste, elle a un inconvénient, c'est qu'elle entraîne la déforestation. Là, on a l'exemple d'une photographie aérienne de la déforestation au Brésil. Vous voyez que toute la partie droite de la photographie, on a coupé les arbres, on les a détruits, de manière à laisser un espace propice à la culture de maïs, de soja ou à l'élevage d'animaux. Et le problème, c'est que ces forêts, nous en avons besoin, parce qu'elles transforment le dioxyde de carbone, le CO2, en dioxygène. Et nous respirons du dioxygène. Donc les forêts, elles font l'inverse de ce que les humains font. Donc pour que les humains puissent vivre, nous avons besoin des forêts. C'est elles qui permettent de nous donner du dioxygène et qui permettent de limiter le réchauffement climatique. Il faut savoir qu'en un an, au Brésil, c'est 7500 km² de forêts qui ont été déforestées. 7500 km², c'est l'équivalent d'1 million de terrains de football. Voilà, moi quand je cours d'un point à l'autre du terrain de football, déjà je suis fatigué. Maintenant imaginez 1 million de fois ça. Donc c'est gigantesque et ça pose des problèmes au niveau mondial parce que ces forêts, nous en avons besoin pour respirer. Donc un tableau récapitulatif de ces 3 types d'agriculture que nous avons vus dans ce chapitre. L'agriculture productiviste qu'on retrouve dans les pays développés et dans quelques pays émergents du Sud, qui a un rendement fort, qui a l'avantage de produire beaucoup, mais son inconvénient c'est qu'elle est dangereuse pour l'environnement et la santé. La santé autant des agriculteurs que des consommateurs de produits. Après, il y a l'agriculture biologique, qui elle est minoritaire et que l'on retrouve quasiment exclusivement dans les pays développés du Nord. Son rendement est moyen. Elle a l'avantage de produire des aliments de bonne qualité, mais comme inconvénient, elle coûte plus cher à produire. Et enfin, l'agriculture vivrière, que l'on retrouve dans les pays émergents et dans les pays les moins avancés, dans les pays du Sud. Son rendement est faible, mais l'avantage c'est qu'elle produit un peu de tout. Généralement, voilà, c'est une polyculture, on va mettre des tomates, des maniocs, etc. Donc du coup, on peut manger tout au long de l'année des produits différents. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle ne produit pas en grande quantité. Donc voilà, nous avons déjà terminé ce chapitre de géographie consacré aux espaces agricoles. La prochaine vidéo sera une vidéo de présentation du devoir que je vais vous donner sur le village de Banfora. Voilà, donc on va ensemble voir un PowerPoint qui nous présentera des documents nous permettant de savoir finalement quel est le système agricole, le modèle agricole que l'on retrouve dans le village de Banfora au Mali. Et on fera un exercice pour la première fois qui s'appelle un croquis de paysage. Qu'est-ce que c'est que dessiner un paysage en géographie? C'est quelque chose qui n'est pas simple. J'aurais aimé vous l'enseigner en classe de manière classique, mais voilà, les choses étant ce qu'elles sont, nous allons essayer de le faire à distance grâce à ces vidéos. Écoutez, prenez soin de vous et à demain du coup pour la vidéo que je posterai sur ce devoir maison. Je vous la mets en ligne mercredi de façon à ce que vous ayez le temps de faire ce devoir avant les vacances et que vous puissiez partir en vacances l'esprit libre sans avoir de travail à faire. Il y aura donc ce devoir maison et aussi un petit QCM à remplir sur École Directe directement pour vérifier que vous avez compris les notions les plus importantes de ce chapitre. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.